Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire donc, de Centrale Supélec Executive Education sur l'intelligence artificielle et son impact sur les métiers et les pratiques de l'architecture des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, je suis donc Pierre-Frédéric Roberti, le responsable pédagogique d'un certain nombre de cursus de formation à l'architecture, dont un master spécialisé et plusieurs exécutives certificates. Je serai votre hôte avec François Dangu. François. Bonjour, donc François Dangu, également responsable pédagogique et formateur à Centrale Supélec, et également fondateur d'un cabinet de conseil opérationnel qui s'appelle IT Power. Je suis un ancien DSI, expert en data IA, et j'accompagne les entreprises de tout secteur et de toute taille dans leur transformation. Merci François. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de l'architecture des systèmes d'information. Je vous rappellerai un petit peu ce qu'on fait, nous, dans le domaine de la formation à l'architecture. On regardera ce qui change ces dernières années sous l'influence de l'émergence forte de l'intelligence artificielle. Et puis, on vous présentera une nouvelle formation qui sort cette année, l'Executive Certificate Architect Data IA, qui cherche à adresser donc les enjeux qu'on vous aura présentés. On conservera un petit peu de temps à la fin de la session pour prendre toutes vos questions. Donc, on vous demandera de patienter au fur et à mesure du webinaire. Vous pouvez poser vos questions dans la zone réservée à cet effet, dans le chat, et on dépilera tout ça et on répondra à l'ensemble de vos interrogations à la fin de la session. Alors, une première partie sur l'impact de l'IA sur l'architecture des SI. Alors, il y a beaucoup de buzz autour de l'IA, mais indéniablement, on doit reconnaître que l'IA est une révolution majeure. Certains disent aussi importante que l'émergence d'Internet. Si vous avez des gens comme Warren Buffett, qui est un investisseur plutôt avisé et plutôt prudent par rapport justement à toutes ces vagues technologiques, qui vous dit que l'intelligence artificielle va transformer le monde plus que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je pense que c'est intéressant de l'écouter, en gardant quand même la tête froide. Néanmoins, on voit bien qu'il y aura des impacts dans toutes les activités des entreprises, tous les process métiers, les modèles d'affaires sont transformés, et en premier lieu, les activités de la DSI. On sait que les activités à la fois de run et de build vont être impactées, que ce soit pour piloter et superviser son système d'information, que ce soit pour les fonctions de support, que ce soit pour la gestion de la sécurité. On a d'ores et déjà des applications importantes de l'IA, et bien évidemment pour la construction de solutions, donc tout ce qui est codage assisté par IA, c'est largement arrivé à maturité aujourd'hui. Donc tous les métiers de la DSI sont impactés. Et bien, le métier de l'architecte du système d'information ne va pas y échapper à plusieurs égards. Donc, il va falloir effectivement bien réfléchir, et quelque part, il y a une transformation à opérer. Les architectes doivent se saisir de cette technologie pour faire évoluer leur rôle et continuer d'accompagner les entreprises dans la transformation de leur système d'information. Alors, l'architecte, quel est son rôle? Son rôle, c'est de faire en sorte qu'on crée un système d'information dont on maîtrise la complexité, qui est créateur de valeur. Donc, on va essayer d'éviter la complexité inutile et la perte de contrôle sur le SI. On essaye de s'assurer qu'on a une cohérence globale, que le SI est évolutif, qu'il est modulaire, et qu'on va effectivement pouvoir répondre aux besoins des métiers. Très souvent, on va critiquer le SI en disant qu'il est trop complexe, il est trop lent à faire évoluer, il est trop cher à opérer, parce qu'il n'a pas été maîtrisé, n'a pas été correctement architecturé. Donc pour ça, les entreprises se dotent de compétences en architecture du SI, en architecture d'entreprise pour piloter la transformation du SI, définir un certain nombre de guidelines, de principes d'architecture et aussi une cible, de se donner une vision et finalement contribuer à définir la roadmap de transformation du système d'information. Et en complément des architectes d'entreprise, on a les architectes solutions qui, eux, construisent concrètement les solutions qui répondent aux besoins des métiers, des solutions techniques, applicatives, et qui, quelque part, vont s'assurer que ces différentes solutions contribuent à réaliser la cible d'architecture qu'on s'est donnée ensemble et qu'on va correctement pouvoir intégrer les nouvelles technologies au fur et à mesure de leurs émergences pour que l'entreprise reste compétitive grâce au numérique. Donc, vous avez
une communauté d'architectes avec des architectes d'entreprise qui donnent plutôt les grandes directions, des architectes solutions qui sont au plus près des équipes projets pour construire les solutions qui répondent aux besoins des métiers. On essaye d'adresser à Centrale Supélec l'ensemble de ces métiers. Comme je vous l'indiquais, ça fait déjà assez longtemps qu'on a lancé des formations sur le sujet de l'architecture du SI. On est titulaire d'un titre RNCP, architecte des systèmes d'information, qu'on peut obtenir en faisant une formation longue d'1 année, qui est un master spécialisé architecte des systèmes d'information en alternance, donc qui s'adresse à des professionnels en activité, ou bien obtenir simplement un des blocs de compétences du titre en faisant des formations ciblées, soit sur de l'architecture solution, par exemple avec notre certificat architecte cloud et DevOps, soit sur l'architecture d'entreprise, où on a également un certificat en 15 jours qui permet de se former sur ces sujets-là. On va compléter avec l'architecte Data IA dont on vous parlera tout à l'heure. Et puis, au-delà des métiers de l'architecture, pour reparler un petit peu d'IA, on a aussi toute une offre de formation sur l'IA, il y a également des certificats. Et puis, je m'occupe également d'un cursus qui forme des DSI, dans lequel, effectivement, on va leur reparler aussi un petit peu d'architecture et d'IA pour qu'ils soient à la page sur ces sujets-là. Alors, je vais prendre un exemple. Si je prends la formation Executive Certificate Architecte d'entreprise, c'est une formation donc, qui dure 15 jours avec un certain nombre de modules. C'est une formation donc là aussi en alternance. Donc, on fait des blocs de 2 ou 3 jours de cours où on va, après avoir fait un panorama général de ce qu'est cette discipline, finalement essayer de creuser un petit peu les différents aspects du métier d'architecte d'entreprise. Bien évidemment, le point de départ, déjà, c'est de maîtriser son existence, c'est d'avoir la connaissance de son système d'information et de ses processus d'entreprise. Et pour cela, les architectes vont promouvoir la création d'un référentiel d'architecture d'entreprise dans lequel on va avoir capitalisé un certain nombre de connaissances, de modèles, de cartographie qui décrivent les process et le système d'information. Donc, on commence dans le module 2 par ces activités plutôt orientées modélisation. Et puis ensuite, dans le module 3, on va se projeter plutôt dans la construction d'une cible, comment, partant de la stratégie de l'entreprise et en intégrant à la fois de l'architecture métier et IT, on peut construire une cible et proposer une trajectoire de transformation, une feuille de route, qui intègre correctement les nouvelles technologies, puisqu'il faut aussi des activités de veille dans le métier d'architecte pour être capable de proposer cette projection, cette vision de la cible pour l'entreprise. Dans le module 4, on va rentrer concrètement dans le métier d'architecte d'entreprise. Quelles sont ses principales activités, la comitologie, comment il interagit avec les différentes parties prenantes de l'entreprise. Une partie sur l'outillage, quels sont aujourd'hui les bons outils sur le marché pour faire de l'architecture d'entreprise et comment le métier évolue, notamment aujourd'hui, on ne fait plus de l'architecture d'entreprise comme il y a quelques années, avec la généralisation des démarches agiles et de l'agilité à l'échelle, on va plutôt parler d'architecture continue, donc ça doit aussi faire partie des compétences de l'architecte. L'originalité de la formation, c'est qu'à la fin, on consacre 2 jours entiers à traiter une étude de cas sur une entreprise fictive où les participants doivent dérouler complètement la démarche d'architecture d'entreprise et ensuite soutenir cette démarche devant un jury d'architectes pour obtenir la certification. Voilà. Vous avez la structure générale de nos formations à l'architecture et sur tous nos certificats, c'est un petit peu la même formule qui va être utilisée. Alors, je vais revenir du coup à notre sujet principal aujourd'hui. Quel est l'impact de l'IA sur les métiers de l'architecte? On vient de voir ici qu'une des activités des architectes, c'est de capitaliser sur la connaissance du système au sens large. C'est à la fois les process de l'entreprise et son système d'information. Pourquoi c'est utile? C'est utile parce que ça permet à toutes les parties prenantes de l'entreprise de partager une vision commune de ce qu'est l'entreprise et où est-ce qu'elle va, quelle est sa cible. Ça permet d'onboarder des nouveaux arrivants dans l'entreprise plus facilement. Ça permet d'identifier, de diagnostiquer un certain nombre de difficultés qu'on peut rencontrer sur des systèmes en production. Et puis surtout, ça permet de se projeter dans l'avenir. À chaque fois qu'on va faire un projet de transformation, on va avoir besoin de faire des analyses d'impact. Et si on n'a pas capitalisé cette connaissance,
eh bien, on est obligé de le refaire à chaque fois pour être sûr, dans l'analyse d'impact, de ne rien oublier. Donc, ce référentiel d'architecture, il est très utile sur ces différents points-là. Et ça fait partie des choses que l'intelligence artificielle va nous aider à améliorer. L'impact de l'intelligence artificielle donc, sur le métier d'architecte, je vais insister sur 2 points. Le premier point que j'évoquais à l'instant, c'est que le métier d'architecte change. L'architecte augmenté à l'intelligence artificielle ne travaille pas de la même façon qu'il y a encore 3 ou 4 ans, où on n'avait pas ces technologies-là. Et puis, le deuxième axe, c'est bien évidemment que l'intelligence artificielle va rentrer dans les systèmes d'information de l'entreprise. Donc, l'architecte doit accompagner l'adoption de ces technologies et guider leur bonne implémentation. Un certain nombre de mauvaises pratiques peuvent apparaître. Et donc, si on veut vraiment tirer profit de l'IA, il va falloir que l'architecte, effectivement, accompagne et que les bonnes décisions d'architecture soient prises au moment de son adoption. Donc, sur le premier point, ce qu'on peut dire, c'est que, alors, je reviens sur le sujet des référentiels d'architecture. Donc, souvent, le référentiel d'architecture, il va être basé sur un outil d'architecture d'entreprise. C'est un marché qui était assez stable. Les éditeurs d'outils d'architecture d'entreprise sont un peu les mêmes depuis un certain nombre d'années. Il y a un certain nombre de grands leaders, notamment, qui existent depuis assez longtemps. Et depuis 2-3 ans, il y a une espèce de nouvelle vague, une certaine énergie, un regain d'intérêt pour ces outils-là. Forrester, d'ailleurs, faisait un rapport récemment en disant que y a à nouveau une forte dynamique et c'est un marché à nouveau en fort développement. Il y a eu pas mal de mouvements. Il y a eu le rachat de l'INAX par SAP, qui investit beaucoup sur l'outil. Vous avez l'entrée sur le marché de ServiceNow, qui est aussi maintenant un module qui va faire également de l'architecture d'entreprise, le rapprochement entre Mega et BizDesign, et tous ces acteurs, tous ces éditeurs qui ont investi massivement sur l'IA pour apporter des fonctionnalités d'intelligence dans ces outils. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que l'activité de l'architecte et des équipes projets dans l'entreprise pour alimenter et ensuite consulter et tirer profit des informations qui sont dans le référentiel d'architecture, jusqu'à présent, c'était une activité extrêmement chronophage et plutôt manuelle. Donc, si je veux, par exemple, cartographier mon système d'information, je vais devoir aller interviewer un certain nombre d'acteurs, des chefs de projet, des responsables de domaine, etc. Pour aller capter cette information, je vais devoir aller lire un certain nombre de documentations, des dossiers d'architecture ou autres, qui documentent plus ou moins bien, d'ailleurs, le système d'information. Et c'est un travail qui est relativement long et fastidieux. Si un certain nombre de documentations sont disponibles, vous connaissez les techniques d'IA générative, on peut aller capter directement l'information, la synthétiser et obtenir des fonctionnalités de génération de certaines cartographies de manière plus ou moins automatisée. Bref, l'IA va fortement accélérer ce travail d'ingestion d'informations dans le référentiel d'architecture. En sortie du référentiel d'architecture, une fois que j'ai capitalisé cette connaissance, je veux l'utiliser, je veux pouvoir communiquer vis-à-vis des décideurs et des différentes parties prenantes sur l'information que j'ai sur mon existant. Je veux pouvoir faire des analyses d'impact. Et là aussi, on avait certaines limites sur les outils actuels pour différentes raisons. Ils étaient souvent peu partagés et pas ouverts à l'ensemble de l'entreprise. Donc, on s'aperçoit qu'avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle, il va devenir possible de poser des questions au référentiel, de lui demander de l'assistance dans des activités d'analyse d'impact. Et là encore, ça va largement démocratiser et élargir les possibilités qu'on aura par rapport à ce type d'outils, d'où aussi, sans doute, la raison du regain d'intérêt qu'on a pour ce genre d'outils. Donc aujourd'hui, vous trouverez beaucoup d'articles dans la presse et d'experts qui vous diront le métier d'architecte, à nouveau, va changer, comme beaucoup de métiers à la direction des systèmes d'information. Et dans les cabinets de conseil, eh bien, l'architecte doit se saisir de ces nouvelles technologies, doit comprendre comment elles fonctionnent et doit adapter son métier avec ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième axe que je citais, c'était la responsabilité qu'ont les architectes d'accompagner l'entrée de l'IA dans le système d'information de l'entreprise. Donc depuis maintenant, on va dire 3 à 4 ans bientôt, l'IA se démocratise beaucoup plus. On va dire que
OpenAI a fait beaucoup et a impulsé quelque chose de vraiment transformant dans le domaine de l'IA. Et on utilise de plus en plus, bien évidemment, les LLM, et on parle de plus en plus également de créer des agents IA, de nouvelles sortes de solutions. Ce plus des applications classiques, déterministes, comme on a l'habitude de faire, mais ce sont des applications qui vont utiliser effectivement des modèles de fondation pour automatiser un certain nombre d'actions de manière un peu différente. Et on voit émerger donc ce concept d'agent IA et ce qu'on va appeler l'IA agentique. Donc, c'est la possibilité de créer des nouvelles solutions basées sur des agents plus ou moins autonomes qui, progressivement, vont étendre ce qu'on a fait initialement à partir de 2022 avec des LLM, en les rendant d'autant plus autonomes. Il faudra bien comprendre ce qu'est un agent IA. C'est généralement effectivement un LLM, mais en plus avec des capacités de mémorisation du contexte et la capacité également d'interagir avec un certain nombre d'autres composants dans l'OSI par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les fameux tools et des protocoles comme MCP. Et donc ces agents, progressivement, se développent et gagnent en maturité. Donc d'une interaction simple avec un LLM, on va passer sur des workflows agentiques où les agents vont avoir une certaine autonomie déjà pour réaliser un certain nombre de choses. Après, des systèmes multi-agents où on va avoir besoin d'un nœud qui va être orchestrateur du fonctionnement de plusieurs agents, jusqu'à des systèmes multi-agents et avec des agents potentiellement en partie autonomes. Aujourd'hui, on va généralement garder des humains dans la boucle, mais de plus en plus, on verra émerger des systèmes multi-agents. BCG a assez bien décrit ce mouvement et on est à peu près au milieu du gué aujourd'hui, mais ça va continuer à se développer. Et ça crée des systèmes qui sont relativement complexes, avec beaucoup de questions qui se posent, notamment par rapport à notre capacité à passer tout ça en production et à superviser correctement, à faire en sorte que ça fonctionne correctement. Donc, assez rapidement, il y a une question d'architecture qui se pose. Alors, c'est comment déjà créer des agents qui fonctionnent, qui sont performants, et après, comment effectivement les faire fonctionner ensemble, les orchestrer, et puis surtout, aussi les intégrer avec l'existant. On a un legacy, on a un système d'information, et ces agents, ils ont besoin d'interagir avec cet existant. Donc, il y a la question de la plateforme agentique, et donc, moi, en tant qu'architecte, la question que je me pose tout de suite, alors, c'est quoi la bonne architecture de référence qu'il va falloir qu'on mette en place pour correctement faire de l'IA agentique? Là, je vous cite deux exemples. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis qu'il y a des gens qui commencent à réfléchir à la question. Il y en a qui ont des entreprises qui ont déjà posé des fondations très, très avancées là-dessus. Vous aurez un certain nombre de capacités à identifier sur l'orchestration des agents, sur comment je contrôle, comment je mets des garde-fous dans le fonctionnement des agents. Et puis, pour moi, ce qui est intéressant dans ces deux schémas, c'est l'intégration avec l'existant. Donc là, par exemple, l'intégration avec des agents externes, l'intégration avec les core systèmes de mon système d'information, et puis le fait qu'il y a une interaction avec ma data platform. J'ai des investissements importants qu'on a consenti pour créer une data platform. Comment je vais pouvoir mettre à profit l'utilisation de toutes les informations que j'ai dans ma data platform pour que finalement mon IA soit une source de valeur. Et ça, c'est un point qui est très important, c'est que, et on le reverra, beaucoup d'études montrent que pour créer de la valeur dans l'entreprise, il faut que mon IA elle soit correctement intégrée avec mes données, qu'elle ait accès à mes données. Pour ça, il faut que les données elles soient correctement structurées, qu'elles soient propres. Et quelque part, l'émergence de l'IA vient renforcer deux gros chantiers des directions des systèmes d'information qui existent depuis longtemps, mais qui sont d'autant plus légitimes avec l'arrivée de l'IA. Le premier, c'est l'APIisation du système d'information. Il faut créer un SI qui soit modulaire, composable, en exposant tous nos services avec des API propres, parce que c'est ça qui permettra aux IA d'aller ensuite interroger notre système d'information. Et deuxièmement, il faut qu'on dispose de données qui soient correctement structurées, qui soient correctement décrites, avec les bonnes métadonnées, qu'on ait une gouvernance des données, bref, qu'on ait construit une data platform qui nous permette effectivement d'interagir correctement avec nos données. Si l'IA ne peut pas correctement comprendre le contexte de l'entreprise, vous aurez beaucoup de mal à avoir une valeur ajoutée de ces démarches-là. Et les études montrent qu'effectivement, là où il y a un gap entre ceux qui créent de la valeur et ceux qui n'en créent pas, c'est souvent
par rapport à ce sujet de la structuration des données. Alors, le sujet, il n'est pas traité, hein, il y a beaucoup d'enjeux et donc l'architecte a encore beaucoup de questions à se poser sur tout un tas de sujets. L'IA nous interroge parce que ce n'est pas un système déterministe, c'est un système probabiliste et donc la reproductibilité, l'explicabilité est un souci, surtout si vous êtes dans un environnement très contraint en termes réglementaires. Des problèmes de sécurité. Alors, à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, on fait les mêmes erreurs. Il y a quelques années, on généralise les API. Ça devient une des surfaces d'attaque majeures dans les entreprises. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on généralise de l'IA et c'est là aussi une surface d'attaque importante. Donc, il y a des études qui ont très bien étudié d'ailleurs ces choses-là. Un dossier de l'ANSSI que je vous conseille de regarder. Il y a aussi cette question qu'un agent, il va effectivement opérer, donc il a une identité, il va falloir gérer l'identité des agents, comme on gère l'identité de nos utilisateurs. Il va falloir se poser des questions de qui est responsable des conséquences de ce que font les agents. Il y a les problèmes de souveraineté, les problèmes de coût, l'impact environnemental. Beaucoup d'études montrent qu'il est très facile de générer beaucoup de choses avec l'IA. Attention, est-ce qu'on ne va pas générer de la dette technique ? Le problème classique, quand l'IT n'est pas suffisamment réactif, c'est que les métiers avancent tout seuls et on va faire du shadow IA. Et puis le gros sujet aujourd'hui, c'est que tout le monde a fait des POC, mais passer en production et à grande échelle, c'est compliqué. Comment on fait la supervision de tout ça? C'est aussi un sujet d'actualité. Donc, il va falloir intégrer tous ces sujets, et c'est aussi dans le rôle de l'architecte. Mais le point sur lequel moi je veux insister aujourd'hui, c'est sur la qualité des données, puisque on a effectivement beaucoup d'études qui montrent que pour les entreprises qui ont commencé à faire des investissements sur l'IA, elles se rendent compte que c'est la qualité des données qui fait la différence. Et le gap entre celles qui ont un vrai ROI et celles qui n'en ont pas, bien souvent, il est là. C'est-à-dire qu'il faut permettre à l'IA d'avoir toutes les informations de contexte, de comprendre quelles sont les données spécifiques de mon métier et du coup de savoir les analyser. Et je vous ai mis là quelques études que je vous conseille de regarder de différents experts qui, à chaque fois, pointent du doigt le fait que si vous n'avez pas des données de qualité, correctement structurées et gérées, eh bien, à un moment donné, vos efforts en matière d'IA, ils auront des impacts qui sont somme toute limités. Donc, il y a une espèce de prérequis de départ, c'est d'avoir une plateforme data avec des data qui sont correctement alimentées, nettoyées et donc correctement gouvernées. Et pour nous, c'était important de réinsister là-dessus et de dire, mettez d'abord la bonne data plateforme dans votre entreprise, là où elle est, parce qu'il peut y en avoir plusieurs dans l'entreprise, et c'est là-dessus qu'on va insister en premier. Une fois qu'on a fait ça bien, on peut passer à l'IA. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous, on pense qu'il faut des bonnes compétences en architecture data IA, et c'est le sujet de la formation qu'on a développée avec François, et dont il va vous reparler en insistant aussi sur l'importance de la data quand on veut avoir des démarches data IA. François, je te passe la main. Merci Pierre-Frédéric pour cette introduction. Donc ça pose vraiment clairement le sujet. Vous savez qu'on est passé par 2 années d'IA gadget pour un peu choquer tout le monde. On ne peut plus tester par hasard et donc aujourd'hui on parle bien d'éclairer une trajectoire, d'anticiper les obstacles et décider avec méthode. C'est précisément le rôle de l'architecte et c'est ce qui nous a poussé à construire cet Executive Certificate Architect Data IA, dont je vous reparlerai un petit peu après. Mais avant tout, je veux vous parler d'un cas concret pour un peu ancrer la compréhension et revenir sur tout ce qu'a dit Pierre-Frédéric, vraiment avec quelque chose que j'ai vécu fin 2025. Donc, je vais vous parler d'une mission que j'ai menée dans une entreprise qui fournit des solutions matérielles, logicielles et des prestations dans l'écosystème immobilier. Donc, c'est principalement à destination de syndics et de copropriétés. Alors, un point très important quand même qui faisait que la mission démarrait très bien, c'est que la direction générale et le COMEX étaient très alignés sur une ambition claire, accélérer leur croissance, multiplier leur chiffre d'affaires par 2 en 3 à 5 ans, dans un marché hyper concurrentiel. Et évidemment, l'IA a été vue comme un levier, principalement au départ comme un levier de productivité, tout simplement pour dégager du temps et de la capacité
Donc, libérer un peu plus les équipes sur des choses qui étaient trop étouffantes et libérer de la capacité de financement pour développer de façon très offensive l'aspect commercial. Donc, deuxième levier aussi sur la partie IA, c'est proposer de nouveaux services. Ça collait bien à leur ADN dans cette entreprise, qui sont une R&D très dynamique. C'est la concurrence qui veut ça. Donc, on est parti quand même avec un alignement fort, une ambition claire. Après, on est allé lever le capot, comme on dit, et on a déroulé une mission assez classique où on a réalisé des diagnostics, des interviews. Donc, on évalue et on structure pour proposer une trajectoire pour justement développer cette capacité de l'entreprise et grâce à la data et l'IA de grandir. Et finalement, en fait, on s'est retrouvé face à un syndrome qui est assez classique. On appelle ça le syndrome de la scale-up. C'est une entreprise qui s'est bien développée avec une croissance soutenue pendant une vingtaine d'années. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas suivi. Donc, le syndrome de la scale-up, on passe de la start-up à la scale-up, il faut que les process, que le SI, tout ça suive. Et donc, en fait, concrètement, ce qu'on a constaté au fur et à mesure qu'on a foré et qu'on a accompagné cette entreprise, c'est 3 symptômes. Le premier symptôme, c'est des processus qui n'ont pas été revus, redimensionnés à l'échelle, qui n'ont pas évolué. Donc, un peu comme quelque chose qui grossit, un ballon, ça commençait un peu à se fissurer. Donc, ça couinait, il n'y avait pas de connexion entre les services, donc beaucoup de temps perdu. Un deuxième symptôme que Pierre-Frédéric a commencé un peu à éclairer, c'est un SI en patchwork. Évidemment, en fait, on démarre toujours de façon simple, vous connaissez tout ça, et puis on a empilé des solutions au fil du temps, sans vision unifiée, sans justement cet accompagnement dans le temps qui fait qu'on pérennise finalement dans une vision chaque pas fait en avant. Et donc, en fait, c'est devenu un frein pour une raison de capacité d'intégration sur laquelle je reviendrai. Et puis, alors, la faible intégration, elle a une capacité directe, mais vraiment une conséquence immédiate sur l'ambition d'entreprise. Je pense que Pierre-Frédéric vous a énormément illustré ça et je ne peux être que d'accord. On avait des données clients dispersées. Cette incapacité finalement d'avoir une vision à 360 du client. Et en fait, forcément, si vous voulez vous développer vite d'un point de vue commercial, augmenter votre chiffre d'affaires, la base, c'est de connaître vos clients, de maîtriser votre portefeuille pour en fait identifier des segments rentables, les segments que vous allez pouvoir prospecter. Donc, ce qu'on appelle en fait dans le marketing des lookalikes, donc en gros des prospects qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à vos clients existants, et vous allez avoir d'énormes chances finalement de transformer en clients. Si vous n'avez pas cette vision à 360 avec les données et qu'elles sont dispersées, vous ne pouvez pas réaliser ça. Donc, en fait, les commerciaux, avec ou sans IA, ils sont bloqués. Et le troisième symptôme, c'est une utilisation du cloud trop ponctuelle, pas vue vraiment comme un levier structurant. On en parle souvent du cloud, ça a l'air d'être une commodité maintenant pour tout le monde, mais ça doit vraiment être aussi intégré dans une vision architecturale pour en fait que ça accompagne cette trajectoire data IA. Parce que c'est un moyen d'industrialiser, d'intégrer, d'accélérer, de mieux piloter les coûts, notamment avec du FinOps. Donc là, en fait, ce qu'on avait, finalement, ce n'était pas un problème d'outils ou de compétences individuelles. On avait vraiment des ressources très compétentes techniquement, mais vraiment une absence de vision d'ensemble qui, évidemment, évolue au fur et à mesure que l'entreprise évolue, ce qui est le rôle de l'architecte. Et évidemment, après, le deuxième rôle, que Pierre-Frédéric a aussi illustré dans son introduction, c'est ce côté orchestrer le SI avec, évidemment, les objectifs business en ligne de mire. Donc, si on passe sur le slide suivant, pour faire une synthèse, finalement, de ce business, de ce cas d'entreprise, mais avec une lecture plus architecturale, puisqu'on est quand même là pour parler d'architecture. En fait, vous vous rendez compte que, finalement, pour arriver à l'IA, à des services intelligents qui étaient la cible au départ, il faut passer par tout un tas d'étapes, des étapes de 1 à 4. Et donc là, on le revoit, finalement, ce côté processus, cette vision un peu consolidée de l'entreprise qu'il fallait reposer, ce qui est clairement plutôt le prisme de l'architecte entreprise, dont Pierre-Frédéric a parlé avant. Puis après, ce système d'information avec un faible niveau d'intégration et cet impact sur le point 3 des données, là, on va être plus sur une vision d'architecture IT, d'architecture du SI. Le point sur le cloud et la plateforme, il n'avait pas de plateforme data, ce fameux lakehouse ou la plateforme data dont parlait tout à l'heure Pierre-Frédéric, ça n'était pas présent ou beaucoup trop embryonnaire.
Et donc, en fait, la capacité finalement et la scalabilité que pouvait amener le cloud était absente. Donc, en fait, c'est quand même, on arrive à une idée clé, c'est qu'en partant de l'IA, évidemment, par rapport à la commande initiale du client, on a mis en avant un certain nombre de quick wins, de choses qui permettent d'avoir des gains de temps très rapides. Mais si vous voulez vraiment passer à l'échelle, transformer l'entreprise en profondeur, et si on revient sur le schéma du BCG que Pierre-Frédéric vous montrait, passer d'une productivité individuelle locale à une productivité entreprise globale, collective, vous avez besoin en fait finalement d'avoir cette vision architecturale et de passer par toutes ces étapes de 1 à 4 pour vraiment avoir ces services intelligents qui sauront se déployer avec des workflows et une logique agentique. Et donc en fait, évidemment, on a recommandé un certain nombre de gains rapides avec l'IA, mais on a surtout recommandé des choses qui n'étaient pas forcément attendues par l'entreprise au départ. La première recommandation, c'était de faire venir un architecte pour faire effectivement une évaluation, l'état des lieux, et avec l'éclairage de la trajectoire qu'on avait établie selon les cas d'usage de l'entreprise et de son secteur, comment finalement construire une vision sur 3-5 ans. La deuxième recommandation, qui va complètement résonner avec la conclusion de Pierre-Frédéric sur les données, c'est de constituer ce qu'on appelle un RCU, un référentiel client unique, donc une vision à 360 du client, avec les données qui viennent du centre de service, de l'administration des ventes, de la R&D, du terrain, des commerciaux sédentaires ou itinérants, pour vraiment avoir cette richesse, parce qu'en fait, l'entreprise était vraiment assise sur 20 ans de données de clients, avec une très très belle richesse, mais complètement sous-exploitée. Et puis la troisième chose qu'on a aussi recommandée, pour aussi mettre le pied vers l'IA, et notamment pour poser certaines fondations autour de l'agentique, c'est un RAG. Donc je pense que vous connaissez tous le RAG, c'est cette capacité finalement à contraindre un moteur de LLM dans un contexte métier avec des documents. Et évidemment, en fait, du coup, ça donne beaucoup plus de partage de connaissances. Pour vous expliquer quand même le RAG, si on l'a mis en avant, on estimait qu'on gagnait à minima 2 à 3 ETP par an, juste par le temps qui perdait en fait à demander tout le temps aux mêmes experts les mêmes questions toutes les semaines et où la connaissance n'était pas diffusée. Et le RAG revient encore sur le sujet de la donnée, parce que si vous voulez que le RAG vous réponde bien et vous donne des réponses qui sont appropriées, il faut avoir des documents de tout crin, donc des PDF par exemple, qui sont bien structurés, mais surtout en fait qui sont les bonnes versions. Donc vous avez encore une gouvernance des données derrière, et on revient encore à la qualité des données dont parlait Pierre-Frédéric. Voilà, donc en fait, avec tout ça, on voit bien que finalement l'IA ici a remis en avant ce principe fondamental qui était de vraiment pousser vers l'architecte. Donc on peut passer au slide suivant. Donc plus largement, en fait, ce qu'on constate tous, Centrale Supélec avec sa veille, mais aussi nous, au quotidien sur le marché. Moi, je fais partie d'une communauté de freelance où en fait, on a souvent des questions ou des recherches de profils sur des architectes data IA. C'est extrêmement compliqué. On en parlait encore hier avec Pierre-Frédéric pour une grande entreprise qui cherche un bel architecte data IA. Et régulièrement, en fait, c'est un sujet parce qu'en fait, finalement, l'accélération déjà commencée par la transformation data et maintenant avec l'IA et l'IA agentique, ça s'accélère, le tempo est encore plus rapide et vraiment, on a une pénurie d'architectes sur le marché qui fait qu'on a construit, on est vraiment convaincu en fait que c'est une très belle formation en fait qu'on va vous proposer qui permettra vraiment au marché, aux entreprises finalement de passer à l'échelle cette transformation. Donc en fait, ce que je vous propose, donc là en fait sur ce slide, finalement c'est un peu le résumé de ce qu'on a pu vous mettre en avant avec Pierre-Frédéric sur le défi des organisations et sur les problématiques qu'on a rencontrées. Et je vais réinsister sur cette urgence. Là, on n'est plus dans l'IA gadget, on est vraiment, par rapport à ce que Pierre-Frédéric vous a montré, on est dans une maturité agentique. Je suis intervenu récemment dans un appel d'offres sur une entreprise qui est très avancée sur l'IA et l'agentique, et les questions sont vraiment structurantes. On voit vraiment qu'il y a des questions d'architecture derrière. Donc, il faut vous emparer de ce sujet, pas parce qu'il faut se précipiter pour mettre en place une architecture maintenant, pour tester, pour faire mûrir, pour articuler ça avec votre legacy, et peut-être aussi commencer par des chantiers comme ceux qu'on a
illustrer de l'APIification, mettre en place une plateforme data ou des référentiels de données, parce que c'est ça qui va vous permettre après d'accélérer et parce que vous serez emparé de cette notion d'architecture. Donc, qu'est-ce qu'on va vous présenter finalement dans cette formation pour embrasser cette ambition? Donc, on peut passer au slide suivant. On a bâti en fait une formation, évidemment, dont le cœur, c'est de vous proposer de pratiquer en fait et de mettre en pratique toute cette partie architecture data IA. Donc, le cœur, en fait, vous le voyez, il est en haut, en bleu, et on a construit en fait des fondations sur lesquelles je reviendrai après, en bas. Le cœur du dispositif, il est en fait sur le module 4, où en fait on va passer beaucoup de temps en fait à vous faire du design d'architecture pour vraiment faire de vous des pratiquants, à la fois des penseurs et des faiseurs d'architecture, avec des cas très concrets que je vous exposerai un petit peu après. Et évidemment, pour que vous soyez capable de faire ça, en amont, on va vous donner tout un tas de concepts avancés sur les aspects architecturaux. Et en aval, une fois que vous aurez consolidé tout ça, et finalement vous aurez un peu acquis ces réflexes autour de design d'architecture avec nos formateurs, ben on va aussi vous montrer comment finalement l'architecte que vous serez en devenir va pouvoir se projeter dans l'entreprise et finalement en fait aussi pouvoir communiquer, prendre une place de leader pour que l'architecte ne soit pas un plus, mais vraiment une fonction stratégique, ce qu'on croit énormément, Pierre-Frédéric et moi-même. Donc, une fois en fait que vous avez ce cœur qui est en haut, finalement, en fait, en bas, on a aussi, on vous propose dans cette formation un certain nombre de fondamentaux, donc sur comprendre en fait finalement les enjeux, ce qu'est une stratégie data IA. Pierre-Frédéric vous a donné un certain nombre d'éléments de lecture et de compréhension. On va un peu plus approfondir ça pour que vous soyez aussi à l'aise pour voir la position de l'architecte dans une stratégie globale. Et évidemment, avec toujours cet éclairage de la technologie au service du métier et de la valeur pour l'entreprise. On va passer aussi pas mal de temps sur la gouvernance. La gouvernance, en fait, évidemment, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui sur cette partie-là, mais la gouvernance, en fait, on va aussi adresser des fondamentaux. On va avoir tout ce qui est sécurité, compliance, qualité des données, on en a beaucoup parlé. Il faut quand même voir en fait fondamentalement que toutes les entreprises ne sont pas full IA. Il faut arrêter avec ce fantasme que toutes les entreprises aujourd'hui ont embrassé l'IA. Il faut un petit peu démystifier et revenir sur l'éclairage en fait que nous donnent nos expériences dans les entreprises au quotidien. Néanmoins, en fait, il faut quand même préparer cette trajectoire. Donc, en fait, pour terminer après cette formation, on va terminer en fait en vous laissant 2 jours pour consolider finalement votre soutenance, puisque vous passerez devant un jury à la fin pendant 1 heure. En fait, ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'en introduction, on va tous vous donner le même cas d'usage, en fait, donc une entreprise fictive avec une architecture à construire, avec évidemment tous les obstacles, tous les enjeux, tous les défis à relever. Et on vous donne ça au début de la formation parce qu'en fait, ça vous donne l'opportunité à chaque fois que vous passez par un module de réviser finalement, de mettre en pratique ce que vous aurez vu pendant le module et évidemment de reposer des questions sur les sujets sur lesquels vous n'aurez pas compris, finalement pour cranter votre apprentissage au fur et à mesure de la formation et ne pas attendre à la fin finalement pour vous poser des questions qui pourraient être gênantes pour votre soutenance. Et donc ces 2 jours, ça sera l'occasion pour vous de consolider vos acquis individuellement et aussi en binôme, votre soutenance sera faite en binôme. On pense quand même que le pire architecte, c'est quand même une force en fait de travailler en collectif. Et en plus, c'est ce que vous aurez à faire en entreprise. Un architecte ne travaille pas seul, il travaille de façon extrêmement transverse, avec évidemment l'IT, les équipes data IA, les métiers, potentiellement aussi tout le COMEX, le CODIR, en fonction de votre position dans l'entreprise. Alors, si je zoome maintenant sur cette formation sur les designs d'architecture, ce qu'on a construit avec vous, avec notre équipe de formateurs, parce qu'on a plusieurs intervenants dans l'équipe, dont je vous parlerai après, on a vraiment pris des situations variées, on a pris des secteurs variés pour répondre finalement non seulement à la diversité des profils qu'on aura dans la formation, mais aussi surtout pour pouvoir illustrer et vous habituer à avoir cette plasticité et cette réflexion par rapport à l'architecture, par rapport à des contextes différents.
ce qui vous aidera évidemment pour votre soutenance, mais surtout ce qui vous aidera pour vos futures missions d'architecte dans votre entreprise ou en tant que consultant. Et donc, en fait, ici, bon, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on a fait. Vous pourrez en fait avoir accès à la présentation après, puis vous pouvez aller voir aussi sur le site de Centrale Supélec XZ. Ce sont des exemples. La première formation démarrera en mai. Il est fort à parier que vous verrez à peu près ce contenu, mais qui peut varier en fonction des formateurs, mais aussi des évolutions technologiques, bien entendu. Et sur l'IA, je pense que vous savez comme nous que ça évolue quasiment tous les jours. Donc, on a évidemment intégré là-dedans toute la partie agentique, la partie IA, mais on n'a pas fait une formation hype spécifiquement dédiée à l'IA et à l'agentique parce que l'architecte doit avoir vraiment une vision à 360 de tout ce qui peut être intégration de données, sécurité, industrialisation, gouvernance. Donc évidemment, on va parler de sujets qui sont plus des fondamentaux qui existent depuis 20-25 ans, d'autres qui sont plus récents, et tout ça en fait dans une vision consolidée. Alors, si on passe après sur les modalités de cette formation, on va avoir une démarche plutôt active et pratico-pratique. Je vous en parlerai après. En fait, on a des formateurs, vous aurez la chance d'avoir des formateurs qui sont ce que moi j'appelle des doueurs. Donc, évidemment, qui maîtrisent les concepts de l'architecte, des architectes, de l'architecture data IA, mais qui les pratiquent au quotidien. Donc, on va évidemment vous amener des apports, beaucoup d'apports théoriques, parce que c'est quand même ce qui va vous permettre de structurer votre pensée et votre démarche. Mais toujours, en fait, avec cette illustration de rétexte, on va lever le capot avec vous, on vous montrera des exemples et on fera des études de cas comme les designs d'architecture. Donc, on sera beaucoup, en fait, finalement, dans une notion de formation inversée, avec cette volonté aussi de créer une petite promotion d'architecte qui vous sera très utile quand vous sortirez de Centrale Supélec, pour en fait finalement pouvoir vous entraider, puisque ce n'est qu'un début, cette formation dans votre parcours d'architecte. Et pour ça, en fait, vous allez avoir en face de vous une équipe pédagogique reconnue, je vous en ai un petit peu parlé. Donc, au-delà de moi-même qui suis responsable pédagogique et qui vais un peu intervenir et faire l'introduction, vous allez avoir 4 personnes qui sont extrêmement expérimentées, donc Adrien, Sébastien, Jean-Luc et Benjamin, donc dans des secteurs différents, qui ont des très très beaux parcours d'architectes dans la data et dans l'IA, qui ont aussi été dans des fonctions un peu différentes avant de finalement arriver dans ce côté architecte, orchestrateur, qui finalement est un peu un aboutissement de leur parcours. Et donc, en fait, vous allez bénéficier finalement de rétextes, d'énormément de richesses en fait, à travers ces personnes-là, parce qu'on a une grande richesse de secteurs et de cas d'usage différents. La dernière chose à laquelle vous aurez accès pendant cette pédagogie, on passe notre temps à vous parler d'IA. Centrale Supélec, il y a aussi de l'IA. Donc, on va aussi vous proposer le fameux RAG. C'est en fait, on va vous fournir un corpus de connaissances sélectionné par notre équipe de formateurs. Donc, par exemple, Pierre-Frédéric, tout à l'heure, vous parlez de livres blancs du BCG, de Forrester. Mais enfin, on en a tout un tas que nous, on lit pour faire de la veille et qu'on sélectionne. On vous les mettra dans un pool de ressources que vous pourrez interroger. Ça vous aidera évidemment à ancrer vos acquis, à vous poser des questions pour votre soutenance et évidemment à consolider tout ce que vous pourrez voir avec nous. Alors maintenant, la question légitime, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Donc on peut passer au slide suivant. Déjà, je pense que vous l'avez compris, vous allez développer une compétence rare, c'est vraiment relier, et une opportunité assez unique, c'est de relier cette stratégie d'entreprise, faire la passerelle avec l'IT et les métiers, et avoir effectivement une trajectoire exploitable, défendable, et combinant tout ce qu'on a pu voir comme composante aujourd'hui. Clairement, vous avez une évolution de carrière où il y a vraiment une belle vague à surfer, et je pense que ça va durer. L'agentique, là, on en parle comme si ça allait arriver, ou c'était avant-hier, ou ça allait arriver après-demain. Il faut le voir à une échelle de 5 à 10 ans dans les entreprises en fonction du tempo et la manière dont elles sont déjà préparées ou pas. C'est ce que Pierre-Frédéric a expliqué, sur lequel je réinsiste. C'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Et donc, en fait, que vous soyez en poste ou en transition, c'est vraiment une compétence qui va peser. Et l'intérêt aussi pour vous, si vous êtes en poste, c'est que vous pourrez mettre en pratique tout ça au sein de votre entreprise. Et si vous voulez peut-être plus devenir freelance, parce que c'est aussi une compétence qui peut s'y prêter,
vous aurez de très belles opportunités, notamment pour les ETI et les PME. Je vous l'ai illustré tout à l'heure à travers une grosse PME que j'ai accompagnée. De plus en plus d'entreprises vont avoir besoin d'une vision d'architecte en temps partagé. Donc, c'est aussi une fonction qui va permettre, en fait, finalement, d'intervenir sur 2-3 clients, ce qui est beaucoup plus challengeant. Et du coup, aussi, vous avez une capacité, finalement, encore plus à vous développer grâce à cette variété. Et donc, en fait, dans des compétences recherchées et un impact sur votre organisation. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin et je ne vous en ferai pas la lecture parce que je vais respecter votre temps de parole et le tempo du webinar. Donc, en fait, je vous ai remis le programme que vous pourrez trouver sur la fiche complète qui est sur, une fois de plus, le site de Centrale Supélec et Z. Donc là, je vous les ai remis dans l'ordre. Tout à l'heure, vous avez vu le cœur et les fondamentaux dans le désordre. Là, je vous les ai mis dans l'ordre, dans la temporalité. Et vous verrez en fait que c'est très découpé, qu'on a vraiment pris du temps avec notre équipe. On a mis plusieurs sessions finalement à bien découper, avec Pierre-Frédéric aussi, et avec d'autres contributeurs, et évidemment avec beaucoup de veille pour vous préparer ça avec tout notre amour et notre expertise. Écoutez, merci pour votre attention. Donc, vous pouvez consulter le programme, il y a le lien en bas, et il y a le lien dans la conversation, me souffle Stéphanie et Pierre-Frédéric. Donc, à présent, c'est à vous. On est là pour répondre à vos questions pendant le quart d'heure. Petit quart. Merci beaucoup, François. Avant de prendre les questions, je voulais juste présenter Stéphanie Riverti, qui, dans l'équipe, s'occupe donc du contact avec les futurs participants, les personnes intéressées qui auraient des questions sur la formation, sur les modalités pratiques, sur les financements autres. Donc, bienvenue Stéphanie. Merci et bonjour à tous. Et oui, donc n'hésitez pas à me contacter pour toutes les questions sur la partie administrative concernant les formations. Voilà, j'aurai un plaisir à répondre à toutes vos questions. Voilà, donc sur un certificat, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que Stéphanie nous transmet vos candidatures. CV et lettre de motivation. Voilà, donc on vérifie l'adéquation des objectifs pédagogiques avec vos besoins, les prérequis. C'est une formation certifiante, donc c'est un petit peu exigeant. Et donc, Stéphanie est votre point d'entrée et ensuite le responsable pédagogique de la formation. Voilà, merci beaucoup. On va passer aux questions. Alors, on va regarder ce que on a remonté dans le chat. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on a une question sur les hallucinations de l'IA. Aujourd'hui, on sait que les IA sont imparfaites. Elles peuvent fournir des fausses informations, car sans capacité de réflexion, n'est-ce pas un risque supplémentaire dans nos systèmes? Oui, en tout cas, c'est identifié comme tel aujourd'hui. Si vous regardez les exemples de plateformes agentiques que je vous ai montrés, il y avait une capacité qui s'appelle Guide Rails, c'est-à-dire justement les garde-fous. Ça fait partie des choses qu'on doit implémenter dans une plateforme agentique pour limiter au maximum ces problèmes-là. On revient sur le problème d'explicabilité et de reproductibilité du fonctionnement des agents. Donc, par rapport à ça, c'est important d'avoir les guide rails, c'est important de correctement structurer ces données. Certains experts vous diront, au-dessus de vos données, il faut bâtir une ontologie, il faut fournir l'ontologie à votre LLM pour qu'il puisse raisonner intelligemment. Bref, tout un tas de techniques qui vont nous amener à être de plus en plus professionnels par rapport à ces sujets et à limiter au maximum, effectivement, ces risques d'hallucination. Et le dernier point, c'est que sur des sujets qui seraient ultra sensibles, on peut décider de ne pas utiliser des agents IA aussi, et de rester sur des solutions déterministes qui existent déjà dans les entreprises. Donc, il y a à la fois un filtrage sur quel cas d'usage je vais appliquer les agents IA, et ensuite un certain nombre de mécanismes qui sont mis en œuvre dans la plateforme agentique pour s'assurer qu'effectivement on limite au maximum ces risques-là. Je rajouterais juste en fait effectivement que les guardrails, ils sont en entrée du LLM, donc c'est aussi pour en fait
forcément aussi peut-être filtrer ce que les utilisateurs vont demander. Vous avez aussi des habilitations de ce côté-là. Tous les utilisateurs ne sont pas légitimes à poser n'importe quelle question. Et vous avez donc ce que dit Pierre-Frédéric, c'est aussi en sortie. Donc, en fait, finalement, dans les outputs, qu'est-ce que vous allez filtrer justement pour éviter ces hallucinations ou ces biais, ou la sortie de données confidentielles, tout simplement. Une autre question, toujours de Vincent, qui dit on va perdre des compétences sur la durée si on s'appuie trop sur les IA et au profit de la performance immédiate, mais au détriment de la robustesse en cas de problème. Bon, ça, c'est une crainte effectivement qu'on a. On a déjà pas mal de retours d'experts qui expliquent que, alors, beaucoup sur le codage, hein, aujourd'hui, les développeurs seniors, ils utilisent quasi massivement hein, l'IA. Donc, on commence à avoir pas mal de retours d'expérience là-dessus. Vous avez un certain nombre de sommités qui ont développé des produits qui expliquent comment ils codent aujourd'hui. Hein, et certains vous disent bah, ça fait des mois qu'ils n'ont plus codé. C'est-à-dire que tout est généré par IA. Et par contre, ils passent énormément de temps à revoir ce qui est produit par les agents. Et ils insistent sur la nécessité du cadrage et du contexte qu'on donne aux agents pour avoir des réponses pertinentes. Donc, au final, l'enjeu, c'est bien de ne pas perdre la maîtrise de ce qu'on produit. Hein. Et si l'IA est un accélérateur, on ne la laisse pas faire n'importe quoi, n'importe comment non plus. Et en particulier, on vérifie ce qu'elle fait, on la cadre. Voilà. Je relirai à cette objection une autre objection qui est de dire attention, qu'est-ce qu'on va faire des juniors si on ne peut plus utiliser les juniors et qu'un développeur senior est autonome sans IA. Aujourd'hui, un des usages de l'IA, c'est aussi pour accélérer l'apprentissage des juniors. C'est-à-dire que le junior travaille avec des agents IA, il regarde comment les agents travaillent et quelque part, il monte en compétences aussi. Donc l'idée, ce n'est pas d'utiliser les agents de manière aveugle, mais c'est au contraire de s'en servir à la fois comme des assistants pour apprendre plus vite et en même temps être capable de garder la main et de contrôler ce qui est produit. Après, le risque que vous évoquez, pour des entreprises qui ont une vision trop court-termiste, elles ont ce risque de penser que je vais faire du vibe coding, l'IA va tout faire, je vérifie rien, ça marche, et puis on en subira peut-être les conséquences à moyen long terme. Et j'ai envie de dire, c'est un problème pour les architectes historiques, c'est l'arbitrage entre le court terme et le long terme. C'était vrai aussi quand on crée des SI depuis longtemps. Hein, on privilégie le time to market et on veut aller vite et au détriment de la robustesse, de l'évolutivité, de la performance à moyen long terme, qui est souvent un des chevaux de bataille des architectes. Donc ça, l'IA ne change rien sur ces sujets-là, hélas. J'ai deux compléments par rapport à ça. Je fais toujours le parallèle avec l'ère digitale et web. En fait, on n'imaginait pas tous les métiers que ça a pu créer, le web. Donc, en fait, il faut aussi avoir en tête qu'il va y avoir tout un tas de métiers qui vont arriver dont on n'a même pas la connaissance aujourd'hui. Pierre-Frédéric a tout à l'heure mis en avant la complexité autour de l'agentique. Moi, je suis persuadé que ça va créer tout un tas de métiers qu'on n'a même pas en tête aujourd'hui. Et la deuxième chose sur laquelle, en fait, finalement, j'insisterai, c'est que on va avoir en fait aussi, il y a un travail à faire si on a une vision un peu long terme d'architecte et de cette transformation de métier avec la RH, puisqu'en fait, il va y avoir des politiques de mobilité, en fait, voir en fait comment les gens peuvent se transformer. Et l'architecte, en fait, peut aussi contribuer à ça dans une vision un peu justement pérennisée sur 3-5 ans et de voir comment le SI va se transformer et de quelles en fait ressources et profils vous aurez besoin. Donc, vous serez aussi acteur par rapport à ça et en transverse. Alors, ensuite, on a une question de Pascal sur le calcul du TCO des projets IA dans le SI. C'est une question difficile. Alors souvent, la question qu'on pose, c'est quel est le retour sur investissement hein, des projets IA. Donc, c'est mesurer à la fois combien ils ont coûté et aussi combien ils ont rapporté. Alors, combien ils ont coûté, la question est difficile parce que en fait, il faut mesurer le coût total, c'est-à-dire tous les investissements qui sont réalisés, le hardware, le software, le temps passé par les différents experts pour créer les solutions. Et j'ai envie de dire,
il faut aussi calculer l'impact global, potentiellement l'impact environnemental, surtout quand l'entreprise est soumise à un certain nombre de réglementations par rapport à ça. Et je dirais que les techniques de calcul classique de TCO peuvent s'appliquer, hein, avec aujourd'hui des résultats qui montrent qu'on est dans une phase plutôt d'investissement, que ça coûte cher et que aujourd'hui, la logique de beaucoup d'entreprises, c'est de se dire oui, ça coûte cher, mais en même temps, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on découvre ces technologies-là, donc il faut qu'on fasse les investissements. Alors, avec, c'est le syndrome FOMO, hein, Fear of Missing Out, hein, c'est rater le wagon. Donc, tout le monde s'excite un petit peu autour de ça, mais globalement, les investissements, ils sont faits parce qu'il faut qu'ils soient faits. Et après, par contre, ce qui est intéressant, c'est le calcul de ROI. 95% des projets aujourd'hui, dans toutes les études, pas de ROI. Hein. Donc aujourd'hui, on investit pour découvrir et peut-être pour plus tard. Mais quand même, 5% d'entreprises ont un ROI et parfois énorme. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont montré la voie et qui, premièrement, ont bien choisi les cas d'usage. Deuxièmement, on fait des vrais projets qui, en fait, généralement marient des gens du métier de l'IT ensemble. Et troisièmement, avaient les fondamentaux, les fondations dont a parlé François, la maîtrise du cloud, de la plateforme data, etc., qui leur permettaient de passer à l'étape d'après. Je ne sais pas si François, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Alors en fait, moi je pense que par rapport à l'IA générative, c'est un peu tôt en fait pour pouvoir tirer des conclusions sur des TCO ou des ROI, même si en fait, effectivement, c'est quand même quelque chose qui doit vraiment être pris en compte dès que vous lancez des cas d'usage, parce qu'on est quand même, on sort d'une ère un peu R&D et encore ça continue. Hein, quand vous voyez les annonces qu'on continue à avoir autour de Claude en ce moment. Néanmoins, je ne peux être que d'accord avec Pierre-Frédéric. Enfin, on reste sur du bon sens. Hein, même si c'est une technologie formidable, il y a quand même des modèles en fait qui sont avérés et qui marchent très bien depuis des dizaines d'années. Après, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir justement cette vision de scalabilité. Aujourd'hui, les entreprises investissent sans doute pas à perte, mais sans avoir forcément cette vision rentable dans la durée. Mais il faut, vous, en tant qu'architecte, vous remettiez ça en perspective avec la scalabilité au niveau de l'entreprise et non pas juste sur une productivité individuelle, parce que là, ça sera très compliqué d'aller chercher du ROI plus tard. Et c'est le travail le plus compliqué qui s'ouvre à nous depuis 2026. Okay, ensuite, on a une question sur l'interopérabilité entre les modules métiers, les plateformes de données et les modèles IA. Alors, si je comprends bien la question, puisque j'ai insisté sur l'intégration effectivement des agents dans le système d'information, hein, effectivement, il y a cette question d'interopérabilité. C'est un sujet qui est, on va dire, en développement. Hein. Vous connaissez sans doute un certain nombre de protocoles qui sont en train d'émerger. On a vu MCP, on a vu des initiatives de la part de Google, de la part de Microsoft, de sortir des protocoles qui permettent aux agents de discuter entre eux, aux agents d'interagir avec les API du système d'information. Donc, c'est tout l'enjeu, effectivement, qu'on aura quand on va créer une plateforme agentique, hein, c'est d'assurer ça. Ça dépend aussi, encore une fois, de la façon dont on a structurer les données et les API, hein, et la façon dont on les a décrites pour permettre effectivement aux agents d'interagir efficacement avec ces choses-là. Il y a des retours d'expérience qui montrent effectivement que si les API elles sont mal conçues, on peut avoir des agents qui font des erreurs et qui utilisent mal les informations qui leur seront mises à disposition. D'où l'importance de réfléchir cette partie-là avec beaucoup de précautions. Alors, je vois que le temps file. Ouais, le temps file. Je voudrais répondre quand même un petit peu à des questions par rapport aux prérequis sur la formation. Alors après, vous pourrez recontacter Stéphanie, vous nous recontacter hors du webinaire, évidemment, on est à votre disposition pour ça. Oui, il faut quand même avoir un background technique, parce que vous allez parler avec des métiers, mais vous allez parler avec l'IT. Il faut que vous soyez capable de parler de services IT. Enfin, il faut quand même avoir des fondamentaux. Vous n'avez pas besoin d'être expert sur tout, mais si vous n'avez pas un background technique, ça sera très compliqué. Après, je vois une autre question qui est quel est l'intérêt de faire une formation, sachant que vous êtes déjà architecte solution AWS. Justement, en fait, l'intérêt, c'est de sortir de
c'est de sortir juste du périmètre AWS pour être plus agnostique en termes de vision architecturale. Les éditeurs, en fait, ou les grandes plateformes vous enferment dans un modèle et vous êtes certainement pas sans savoir que c'est toujours bien d'avoir du multi-cloud, surtout dans ces temps agités où la souveraineté est un mot qu'on entend régulièrement. Je crois même que c'est passé dans le chat. Donc, être capable de vous extraire des griffes, si je puis me permettre, d'une des plateformes pour être agnostique dans votre vision architecturale, c'est juste fondamental. Et par ailleurs, en fait, ce qui est aussi fondamental, c'est d'avoir une posture de leadership d'architecte, d'embrasser tous les sujets de gouvernance, tous les sujets de transformation, tous les sujets d'organisation de projet. Et ça, vous n'allez pas forcément le voir chez AWS parce que on est sur quelque chose qui est très technique. Nous, on est sur aussi une transformation organisationnelle, donc on fait la passerelle entre les deux. Et c'est vraiment l'ambition qu'on veut avoir dans cette formation, un peu comme celle qu'on avait faite pour le CIO avec Pierre-Frédéric. Ok, merci beaucoup François. Alors hélas, on arrive au bout du temps, il est 13 h. J'ai noté pas mal de questions dans le fil du chat, hein, donc on va reprendre toutes les questions et on va répondre à l'ensemble des questions dans le chat. Donc pour ceux qui ont posé des questions, ne vous inquiétez pas, vous aurez des réponses. Il y aura un replay qui va être enregistré. Vous aurez accès au support de la présentation et vous avez de toute façon nos coordonnées pour nous contacter également par mail si vous le souhaitez. Donc, prolongeons la discussion après ce webinaire et comme il est 13 h, on va tous vous libérer et vous dire à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée.